Permettez-moi tout d'abord de dire toute ma gratitude à l'endroit des autorités ivoiriennes qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer le succès de cette rencontre-là. Je voudrais en particulier remercier M. Seydou Cissé, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, et Mme Djenaba Doumbia pour tous leurs efforts dans la réussite de notre rencontre. Je voudrais également présenter mes excuses, doublement je vais le dire. D'abord, par rapport à vous, chers participants, parce que je suis convaincu que vous avez été contactés assez tardivement. Et je pense que c'est dû à une raison indépendante de notre volonté également. Parce qu'au départ, comme je le disais à Mme Doumbia, ce séminaire était destiné à un autre continent. Donc, nous nous sommes battus pour ramener cela en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire au niveau du Centre pour la paix. Deuxième chose, je voudrais également présenter mes excuses par rapport au retard de ce matin. Nous avons eu quelques difficultés dans l'acquisition des titres de voyage. Donc, ce qui fait qu'on n'a pu effectuer le voyage que ce matin. Alors, je vous présente toutes mes excuses. Il s'agit ici de la déclaration de son Excellence, le directeur général de l'ICESCO, parce que la même activité se déroule à la fois au siège de l'ICESCO, à Rabat, pour le compte de la zone arabe, et à Almaty en Kazakhstan pour le compte de la zone asiatique. Nous avons donc choisi Abidjan Yamoussoukro pour le compte de la zone Afrique. Donc, allocution du Dr Abdelaziz Ousmane Al-Touadjri, directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, séminaire sur la liberté de la presse et les droits de l'homme en Afrique francophone, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, 10 décembre 2015. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, louange à Dieu, paix et salut soit sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Excellences, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous à la séance d'ouverture de cette réunion tenue par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ICESCO. Cette réunion organisée en concomitance avec deux autres réunions similaires tenues respectivement au siège de l'ICESCO à Rabat, au Royaume du Maroc et dans la ville d'Almaty en République de Kazakhstan sur le même thème, à savoir liberté de la presse et droits de l'homme. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Excellences, mesdames et messieurs, cette déclaration adoptée le 10 décembre 1948 en vertu de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies numéro 217A stipule expressément que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune. C'est ainsi que cette déclaration fut un événement historique dans l'histoire de l'humanité et un tournant décisif dans le processus de solidarité mondiale et de la coopération internationale. Elle constitue également le principal instrument juridique général qui sous-tend l'ensemble des déclarations, conventions et accords internationaux et régionaux sur les droits de l'homme, notamment les deux pactes internationaux, les protocoles facultatifs y afférents, la Convention relative aux droits de l'enfant et de la femme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les déclarations issues du Conseil de l'Europe. Cette déclaration a contribué à la diffusion et au renforcement de la culture des droits de l'homme dans le cadre du droit international, en devenant une référence commune des peuples, quelle que soit leur culture. Par ailleurs, la liberté de l'information et de la presse et son équivalent à la liberté d'opinion et d'expression constituent des libertés fondamentales et des droits qui sont énoncés dans tous les documents de référence des droits de l'homme. À cet égard, l'Assemblée générale des Nations unies avait rendu la résolution numéro 59 du 14 décembre 1946
qui stipule que la liberté de l'information est un droit fondamental de l'homme et la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies. La liberté de l'information implique le droit de recueillir, de transmettre et de publier les nouvelles en tout lieu et sans entrave. Dans ce contexte, l'Assemblée générale des Nations unies avait émis le 16 décembre 1966 sa résolution numéro 2200A, en vertu de laquelle le pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté, lequel s'est penché en détail sur l'exercice du droit à l'information et sur la liberté d'opinion et d'expression. Dans la même veine, les années 70 du siècle dernier ont été marquées par des changements liés à la révolution dans le monde de l'information et de la communication, en relation avec la diffusion sur une large échelle du thème des droits de l'homme et en interaction également avec la protection de la démocratie et le respect de la liberté de l'information et de la communication sur le plan international. À cet égard, la première conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue en 1975 à Helsinki, fut un tournant décisif dans les efforts internationaux liés à la liberté de l'information et de la communication, laquelle figure au premier plan dans les droits internationaux, dans le droit international relatif aux droits de l'homme et dans le droit international de l'information. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à l'agenda et à l'engagement issu du Sommet mondial sur la société de l'information, Tunis 2005, s'inspirant des rapports de l'Union internationale des télécommunications et du Programme international de l'UNESCO pour le développement de la communication, en application des orientations et du contenu de la stratégie de l'ICESCO de développement des TIC dans le monde islamique, soulignant que l'établissement de la société de l'information et du savoir nécessite de garantir la liberté d'expression et de faciliter l'accès à l'information et son usage, l'ICESCO a accordé un intérêt particulier au programme intitulé « Soutien à la liberté d'expression et généralisation de l'accès à l'information et son usage dans les États membres ». Ce programme a pour objectif de renforcer la liberté d'expression dans le cadre de la responsabilité juridique et éthique et généraliser l'accès à l'information et en faciliter la circulation. En application des recommandations du Sommet mondial sur la société de l'information, l'ICESCO a veillé à appuyer les efforts des organisations non gouvernementales dans les États membres afin de faciliter l'accès des individus à l'information et la mettre au service des objectifs socio-culturels et économiques des communautés musulmanes et en se fondant sur les valeurs de partage, de liberté et de pluralisme. Dans la même veine, l'ICESCO a poursuivi le soutien accordé aux instances de la société civile en vue de mettre en œuvre leurs programmes et projets visant à assimiler davantage les contenus de médias, mettre en valeur le droit, le lien étroit liant la déontologie de la profession aux principes suprêmes et globaux des droits de l'homme, et définir les moyens à même de promouvoir les contenus de TIC dans leur dimension culturelle et éthique. Mesdames et Messieurs, la liberté de l'information et de la presse devient un sujet plus complexe et plus contradictoire lorsqu'on aborde les stéréotypes portant atteinte à l'islam, aux musulmans et au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, véhiculés dans plusieurs médias occidentaux. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international en matière d'information et des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les conventions et résolutions y afférentes. À cet égard, nombreux spécialistes du droit international ont affirmé que ces actes ignobles constituent une incitation directe à la haine envers l'islam et les musulmans et qu'ils vont à l'encontre du principe de liberté d'expression, allant même jusqu'à les inscrire parmi les actes incriminés par le droit international et qui contrastent avec la déclaration sur la diversité culturelle et les initiatives internationales relatives au dialogue et à l'alliance des cultures et des civilisations. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alaykoum salam wa rahmatullah. Nous allons maintenant appeler Mme Doumbia Djeneba pour son discours d'ouverture. Abdul Aziz Yaouba, représentant de l'ICESCO, chers séminaristes, messieurs les journalistes, chers invités, en vos rangs et grades bien considérés, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme
que nous sommes avec vous pour réfléchir sur les thèmes la liberté de la presse et les droits de l'homme en Afrique francophone. Permettez-moi à cette occasion de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette maison dédiée à la paix et de dire très sincèrement merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu accepter de rehausser de leur présence cette importante rencontre. L'événement de ce jour marque une étape importante dans la coopération entre la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, avec l'ISESCO, qui a donné naissance au Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix, dénommé CREP. Le thème retenu pour ce séminaire sous-régional, à savoir la liberté de la presse et les droits de l'homme en Afrique francophone, constitue un défi majeur pour notre monde et particulièrement pour nos États. Dans la plupart des pays africains, les journalistes sont souvent désignés comme la cause de troubles et des violations des droits de l'homme. Il apparaît bien au contraire qu'une presse libre et responsable va de pair avec la stabilité politique et en constitue l'une des plus solides garanties. En effet, les pays qui parviennent à instaurer une presse libre offrent un mode d'expression non violent des différences. Une presse libre et responsable joue un rôle dans la régulation d'une société et est donc un instrument de régulation et non de désordre. La liberté de la presse apparaît comme un outil pour révéler des tensions sociales. Elle est ainsi un instrument de gouvernance utile aux dirigeants dans un état de droit. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2013-2015, l'ISESCO, en partenariat avec le CREP et la Fondation Félix Houphouët-Boigny, organise à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme ce séminaire sous-régional qui nous réunit ce matin. Selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Alors, je m'arrête là, parce que la suite, ça sera dans le débat. Je déclare le séminaire sous-régional sur la liberté de la presse et les droits de l'homme en Afrique. Je vous remercie. Après leur présentation, nous allons avoir encore, Mme Doumbia va revenir au micro pour faire la présentation de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. On devrait avoir logiquement l'exposé de l'expert international qui n'est pas encore là. Nous espérons qu'il va venir, mais s'il ne vient pas, on va interchanger pour parler d'abord, pour faire d'abord les partages d'expérience. Après les partages d'expérience qui va avoir lieu à partir de 12 heures. Après les partages d'expérience, nous allons partir au déjeuner. Après le déjeuner, on revient pour l'exposé interactif.
représentants des associations, des professionnels des médias dans les États membres de l'Afrique francophone. Alors, l'objectif général, c'est maîtriser les mécanismes qui favorisent la promotion de la liberté de la presse dans le respect et la protection des dispositions prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il découle de cet objectif général un certain nombre d'objectifs spécifiques, expliquer le principe de liberté d'expression et d'opinion tel qu'énoncé dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Le deuxième objectif, identifier les obstacles à la liberté de presse et au respect des droits de l'homme dans les États de l'Afrique francophone. Le troisième objectif, déterminer les conditions de promotion de la liberté de presse et des droits de l'homme dans les États de l'Afrique francophone. Et le quatrième, analyser la dimension éthique et la responsabilité de la presse dans les États de l'Afrique francophone. Et enfin, élaborer des stratégies dans un cadre collaboratif visant à promouvoir la liberté de presse et le respect des droits de l'homme. On envisage la création d'un réseau. Alors, la méthodologie. Les travaux du séminaire sous-régional se dérouleront sous forme d'exposés et d'ateliers. La méthodologie sera axée sur l'interaction et la participation active pour permettre l'échange d'expériences, poser les problèmes et sensibiliser les participants. Une séance sera consacrée aux expériences de terrain. Les participants pourront présenter, partager, échanger et évaluer des expériences relatives à la liberté de presse et aux droits de l'homme dans les États africains. Un rapport des travaux de la journée précédente sera présenté chaque jour par les participants pour discussion et adoption. Alors donc, aujourd'hui, il y a un rapporteur qui prend note des questions et va nous donner un coup de main avec l'appui de quelques autres membres. Voilà un peu résumé ce que nous allons mener comme activité. Il y avait et qui, malheureusement, à la dernière minute, n'a pas pu être. L'équipe va fonctionner tout de même et c'est ce que nous avons entrepris depuis qu'on a eu la nouvelle. Donc, voilà un peu résumé. Ok, mais nous allons passer maintenant à la présentation des participants. Spécialisés dans les questions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de l'homme et aussi aux droits des prisonniers. Et donc, notre présence ici, en ce jour de commémoratif de la Déclaration universelle des droits de l'homme, répond à deux besoins. D'abord, partager notre expérience du terrain avec les autres collègues et aussi voir avec les hommes de presse comment est-ce que le défenseur des droits de l'homme peut apporter un appui pour que la liberté de presse puisse être en adéquation. Merci. Donc, attente, c'est d'apprendre auprès des autres et de partager mon expérience avec les autres. Merci. ONG AMAP, qui est chargé aussi de défendre des malades, les droits des malades, aussi des personnes qui sont en difficulté. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Ernest Kwasi, journaliste à Nord-Sud Quotidien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Saï Augustin, journaliste sur SO. Merci. Je suis Marcel Mbresso, journaliste à l'agence ivoirienne de presse. Enfin, nous étions là ce matin pour une couverture. On nous a demandé d'être des participants. Et donc nous sommes heureux d'être avec vous. Certainement que cela va nous apporter beaucoup en matière de droits de l'homme et de liberté de la presse. Merci. Je suis la directrice du département de la recherche de la paix de la Fondation et la directrice du centre régional pour l'éducation à la culture de la paix. Spécialiste du droit des médias, je suis aussi membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal. Voilà.
Ganiyou, vice-président du mouvement ivoirien des droits humains. Je suis par ailleurs chargé de la division droit à l'éducation au sein du mouvement ivoirien des droits humains. Merci. Oui, je m'appelle Mabou. Je suis maître de conférence à l'Université Yaoundé 2, en particulier à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, et conseiller technique au ministère de la Communication. Monique Saraka, je suis juriste, membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, secrétaire général adjoint de la dite association et par ailleurs responsable adjoint de la commission VBG. Je lance basé sur le genre. Merci Yvette, membre de l'ONG CODEDH, Yamoussoukro, qui veut dire Coalition des ONG de démocratie et des droits de l'homme. Bonjour, je suis Traoré Adama, je suis le président du comité d'intervention pour le développement en Côte d'Ivoire. Nous travaillons sur les thématiques du droit de l'homme et de citoyenneté, surtout au milieu des jeunes. Et nous faisons aussi la protection de l'enfant. Je suis par ailleurs le secrétaire général de la coalition des ONG de démocratie et des droits humains. Merci. Bonjour, Laurent François, leader d'organisation de jeunesse, membre du réseau régional des jeunes pour la promotion de la paix, qui a été créé le 23 octobre dernier, ici même à la Fondation. Adjoumani Kwame Pierre, je suis le président national de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Par ailleurs, je suis le représentant de la société civile au sein de la KIDP, qui est la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Merci. Je suis l'honorable Ibrahima Togola. Je suis président national du Conseil des jeunes médiateurs de Côte d'Ivoire. Par la même occasion, comme mon frère vient de le dire, secrétaire exécutif du réseau africain pour la promotion de la culture de la paix, qui a été créé le 23 octobre 2015 par le Centre régional pour l'éducation et la culture de la paix, qui regroupe 11 pays. Je vous remercie. Journaliste, je suis membre de l'UNJC, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Je fais partie du bureau exécutif. Et l'UNJC est quand même la fêtière des organisations de médias en Côte d'Ivoire. Et nous attendons quand même beaucoup de ce séminaire-là, droits de l'homme, liberté de presse et droits de l'homme, parce que vraiment les journalistes, dans l'exercice de leur métier, subissent quand même beaucoup de choses. Nous pensons que ce séminaire-là permettra quand même d'accoucher des résolutions, des recommandations qui vont permettre aux différents États de l'Afrique francophone vraiment de protéger beaucoup le journaliste dans l'exercice de leur métier. Et en même temps aussi, nous avons besoin aussi de renforcement de capacité des journalistes pour que les journalistes aussi exercent leur métier avec beaucoup de responsabilités, et parce que c'est avec quand même responsabilité et droits de l'homme, responsabilité, liberté de la presse ne peut pas aller aussi sans responsabilité. Je pense que les juristes ici présents vont nous aider beaucoup pour que vraiment sur le terrain, les journalistes aussi arrivent vraiment à faire la corrélation entre droits de l'homme et liberté de presse. Ce séminaire est vraiment le bienvenu. Nous disons vraiment beaucoup merci à l'ISESCO et nous attendons beaucoup de ça. Nous comptons beaucoup sur les juristes, surtout. Merci. Bon, comme peut-être, je ne sais pas s'il faut féminiser aussi, des modératrices. Donner encore la parole à Dr Doumbia pour faire la présentation et du centre de recherche pour la culture. Commémorer le 22e anniversaire du décès le 7 décembre dernier. Donc, je crois que toute la Côte d'Ivoire a été très sensible le rappel de l'anniversaire de notre président. On peut garder une minute de silence. Alors, notre institution est dénommée la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Siradou Diallo écrit, et je cite, «
Il dit « Peu d'hommes d'État ont marqué l'histoire de leur pays d'un sceau aussi puissant. » Félix Houphouët-Boigny a véritablement pétri, sculpté la Côte d'Ivoire avant de lui donner son visage moderne, son souffle et son identité. Il était un homme exceptionnel, homme politique, artisan du progrès, architecte et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Il est resté toute sa vie durant un indiscutable apôtre de la paix. Dans chacun de ses discours, il prônait les valeurs de la paix, notamment le dialogue, la tolérance, la fraternité, l'union, le progrès et la justice. Félix Houphouët-Boigny, homme de foi et homme engagé, avait fini par traduire ses valeurs en mode de vie. Il entreprit alors plusieurs œuvres en faveur de cet idéal. Cet architecte des temps modernes est également fondateur de plusieurs édifices, dont la basilique Notre-Dame de la Paix, des mosquées et la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour ne citer que ceci. En reconnaissance de son engagement pour la paix, l'UNESCO a institué en 1989 un prix portant son nom pour honorer les personnes vivantes, les institutions, les organismes publics ou privés en activité et ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde et au maintien de la paix. Revenons-en à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Celle-ci a été conçue par le cabinet Kakoub et Roy. L'édifice, dont les travaux ont duré 10 ans, de 1977 à 1987, a été réalisé sous l'autorité directe et attentive du président Félix Houphouët-Boigny, qui a suivi et dirigé le choix des architectes tout au long du chantier. Et c'est ce résultat que vous voyez. La Fondation Félix Houphouët-Boigny a été inaugurée le 26 juin 1989 par la tenue d'un colloque international sur la paix dans l'esprit des hommes, organisé par l'État de Côte d'Ivoire et l'UNESCO à Yamoussoukro. Le 5 décembre 1997 marque la date de la remise symbolique des clés de l'édifice à l'UNESCO à Yamoussoukro. Depuis lors, la Fondation Félix Houphouët-Boigny est devenue une Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Elle dispose d'une capacité importante d'accueil avec des amphithéâtres et plusieurs salles de réunion fortement équipées, des salons et bureaux, une bibliothèque, une salle informatique, un centre international de documentation, un musée en devenir. Les objectifs de la Fondation: contribuer à la recherche, à la sauvegarde et au maintien et à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde, est un centre de réflexion et de recherche sur la paix et de contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire des peuples africains et de leur lutte pour la liberté et la justice, est un lieu d'échange, de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine. Cette image, c'est la remise des clés symboliques. Vous voyez, Federico Mayor était là avec tous les chefs d'État de l'époque. Alors, quelles sont les missions de la Fondation? La Fondation se donne pour principale mission l'établissement d'une culture de la paix au niveau national et international, la préparation, la formation à la citoyenneté et à son exercice à tous les niveaux, la mise en place de mécanismes et d'institutions d'établissement et de renforcement de la paix, la création d'un centre de dialogue, d'échange entre les nations, les communautés. Alors, les grandes orientations stratégiques de la Fondation Félix Houphouët-Boigny se présentent en 6 points. L'orientation 1, élaborer des programmes de recherche sur la culture de la paix et sur la prévention des violences et des conflits. Orientation 2, fournir des offres de formation afin de contribuer à l'instauration de la citoyenneté démocratique et de la culture de la paix. Orientation 3, magnifier et faire ancrer la paix dans nos cultures et pratiques quotidiennes. Orientation 5, diffuser les résultats des recherches et réaliser des outils pédagogiques. Orientation 5, coopérer, une nécessité pour consulter et le faire savoir. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est d'abord et avant tout le réceptacle et le centre de rayonnement de la pensée de celui dont elle porte le nom, prestigieux. Elle symbolise la force et la pertinence du message de Félix Houphouët-Boigny à transmettre aux générations présentes et futures. Pour le président Félix Houphouët-Boigny, la Fondation se présente comme le laboratoire de la consolidation de la paix dans l'esprit des hommes. Au-delà du message,
la Fondation œuvre pour que la paix soit traduite dans les comportements. Comme le disait Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. En 1985, lors d'une conférence de presse internationale, Félix Houphouët-Boigny parlait de cette fondation si chère à ses yeux en ces thèmes. Et il dit ceci: « Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension, non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux. Donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous les chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, qui viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a promise aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. » Aujourd'hui, la Fondation est constamment sollicitée pour organiser des séminaires, participer à des formations, donner des conférences sur la paix, la réconciliation et la citoyenneté en Côte d'Ivoire et également à l'étranger. Les recherches déjà effectuées par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix permettent d'avoir des repères conceptuels, méthodologiques, historiques et thématiques. Et cette institution voulue et rêvée par le président Félix Houphouët-Boigny continue à transmettre son message de paix. Aussi est-il impérieux que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement la jeunesse, sachent que cette institution est la leur. Elle est là pour les accompagner dans leurs rêves de paix et de réconciliation. Alors, nous coopérons ou nous collaborons avec de nombreuses institutions telles que l'UNESCO, l'ONUCI, l'ISESCO, etc. Alors, ce que je vais présenter, c'est vraiment notre coopération avec l'ISESCO qui est en train de donner tout son essor et aller dans le sens de ce que le président Houphouët voulait. Donc, le 16 avril 2015, ici à la Fondation, nous avons procédé à l'ouverture du Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix et M. Najib, qui représentait le DG de l'ISESCO, est venu personnellement avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour faire cette ouverture du centre. Alors, quelles sont les missions du Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix, dénommé CREP? Le CREP a pour principale mission promouvoir l'éducation à la culture de la paix dans les systèmes éducatifs des États africains francophones membres de l'ISESCO, renforcer les capacités des formateurs des États africains, faciliter l'intégration de l'éducation à la culture de la paix dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire des États africains francophones membres de l'ISESCO, les cibles des milieux scolaires et universitaires et le grand public. Alors, les activités prévues, le plan d'action du centre se décline en axes principaux. Le premier axe, c'est la formation des formateurs. Et donc, chaque année, l'organisation de 2 stages régionaux par an en faveur des pays africains francophones, membres de l'ISESCO, et c'est l'ISESCO qui finance ces stages régionaux. L'élaboration de programmes et de cursus de formation. L'ISESCO a une grande ambition, c'est d'arriver à la formation qualifiante, donc pour former vraiment, délivrer des diplômes. Et nous allons l'acquisition de documents au profit des stagiaires et les publications nécessaires aux formations. Ça veut dire qu'on peut envisager dans le court, moyen et long terme que ce centre-là produise des manuels, des guides pédagogiques, tout ce qui peut servir justement pour enseigner les droits de l'homme, la paix, la réconciliation et autres, la culture de la paix en particulier. Autre activité, l'organisation de conférences, tables rondes, colloques sur les valeurs du dialogue et de la culture de la paix dans les cultures africaines, célébration des figures illustres des pionniers africains de la paix en vue de faire connaître leurs œuvres, exposition d'œuvres artistiques et culturelles sur la paix, organisation de concours au niveau primaire, secondaire et universitaire sur les thèmes de la culture de la paix, dont les meilleurs travaux seront récompensés par un prix conjoint publié et utilisé dans les établissements scolaires comme modèle de support pédagogique. Et puis l'octroi de prix aux personnes physiques ou morales œuvrant au service du dialogue et de la paix. Voilà, j'ai pris du temps, mais il fallait que je vous présente ce qui est fait comme travail. Merci. Et donc, le local du CREP, on va vous le présenter. Ça se trouve dans le bâtiment, dans la journée. Parce que quand on met le dernier jour, généralement, les gens sont tellement pressés de partir.
Oui. Donc, on avait sollicité un consultant international en la personne du professeur Olinga, et qui n'a pas pu faire le déplacement, malheureusement. Ce qui fait que nous sommes obligés de travailler avec l'expert externe qui a été déjà désigné auparavant par la République de Côte d'Ivoire en la personne de Mme Bia, et maintenant la contribution des uns et des autres dans la salle. À titre personnel, je ne pourrais pas apporter grand chose parce que je ne suis là qu'en tant que représentant. Je ne suis ni journaliste ni juriste. Le responsable scientifique de l'activité même s'occupe de l'exécution de cette activité au siège, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que, étant de la même direction, on m'a demandé de travailler avec lui, de préparer les TDR, etc., et de venir représenter la direction générale ici. Tout comme on l'a fait pour l'autre experte qui allait représenter la direction générale au Kazakhstan. Donc, à ce titre, je sollicite donc la contribution des uns et des autres. C'est vous les experts, donc que ce soit des journalistes et des juristes. Alors, nous sollicitons votre contribution sous la houlette de Mme Doumbia, désignée par la République de Côte d'Ivoire comme expert. Merci beaucoup. Latif, qui va, avec collaboration avec tout le monde, qui va nous donner un coup de pouce aussi. Voilà, il a commencé, c'est ça la société engagée. Depuis ce matin, et donc il va nous appuyer avec tous les spécialistes qui sont là. Mais vous voyez, personne ne vient avec la science plus petit que celui qui va enseigner. Mais nous devons nous poser les bonnes questions pour qu'au sortir de cette salle, il y ait une réflexion mûrie qui va nous permettre de sortir des décisions, des résultats que nous pourrons utiliser pour aller encore plus loin dans la réflexion sur cette thématique-là. Donc, vraiment, c'est la synergie des uns et des autres. Et je pense que la réflexion peut être très pointue. Peut-être fallait-il que chacun des pays présente un peu le vécu au quotidien, les libertés de la presse et les droits de l'homme, n'est-ce pas? Et puis enfin, on essaye donc de poser des questions, de voir quelles sont les convergences, quelles sont les divergences, etc., etc., me semble-t-il. Oui, c'est dans ce sens que nous allons La presse est avant tout, j'allais dire, moulée par l'environnement sociopolitique. C'est le politique, finalement, ou l'environnement politique qui détermine l'exercice véritable de la liberté de la presse. Donc, on ne peut pas comprendre la liberté de la presse sans intégrer l'analyse de l'environnement sociopolitique. Or, on sait que depuis les années 1990, l'Afrique est engagée dans un processus de démocratisation, que ce soit au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. L'Afrique est dans ce processus, mais à des étapes variées. Il y a des États qui sont suffisamment avancés, c'est le cas du Sénégal par exemple, c'est le cas, on peut dire aujourd'hui, pourquoi pas, du Burkina Faso et bien d'autres. Et d'autres sont quelque peu en retard. En général, les pays d'Afrique centrale ont quelques longueurs de retard sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'analyse des pratiques des libertés de la presse tient donc compte, n'est-ce pas, de ces évolutions variées des différents pays. Donc, une approche, me semble-t-il, différenciée s'avère nécessaire pour analyser véritablement la liberté de la presse en Afrique francophone. Pour ce qui est du Cameroun, nous sommes également engagés dans ce processus de démocratisation. Nous avons ouvert complètement les vannes de la création des médias. La censure a disparu et on a au Cameroun près de 600 titres. 600. Et c'est là tout le problème. Est-ce que tous ces 600 titres font du journalisme?
Est-ce que dans un tel contexte, la liberté, enfin le respect de la déontologie, de l'éthique, peut avoir lieu? Donc nous avons, suscités sans titre, des journaux que l'on peut considérer comme des journaux véritables, animés par des acteurs, par des journalistes qui maîtrisent parfaitement leur métier, d'autant plus qu'au Cameroun, nous avons une école de journalisme qui date depuis les années 1970. Donc vous avez des véritables journalistes qui font bien leur travail et qui animent des journaux dignes de ce nom. Nous avons à côté également d'autres journalistes, d'autres types de journalisme, que l'on a appelé chez nous les journalismes du Hilton. Pourquoi les journalistes du Hilton? Parce que le Hilton, c'est un hôtel à Yaoundé, hôtel très prisé, où les hommes politiques défilent à longueur de journée. Alors ces journalistes vont faire du chantage aux différents hommes politiques ou aux différents directeurs généraux. On leur dit, nous avons telle information sur vous, si vous ne donnez pas telle somme, on divulgue l'information. Donc ils vivent, j'allais dire, des rapines et du chantage. Et ça porte atteinte à l'ensemble du journalisme camerounais. Et il peut donc arriver que de temps en temps, certains qui se disent journalistes sont arrêtés pour diffamation. Et malheureusement, les instances internationales ne comprennent pas toujours. Dès lors que le bonhomme porte l'étiquette de journaliste, on va donc accuser le Cameroun de violation des libertés de la presse, d'arrestation des journalistes, etc. Je prends un cas pour illustrer ce phénomène. Il y a quelques années, il y a des journalistes qui ont diffusé une information sur le secrétaire général de la présidence de la République. Il aurait été à l'origine de malversations, etc. Il s'est avéré que c'était complètement faux. Et le secrétaire général a donc porté plainte. Le journaliste a été arrêté. Malheureusement, il est décédé en prison. Les conditions de détention au Cameroun sont extrêmement dures. 270 francs par ration par jour pour un prisonnier. Donc, c'est des sortes de mouroirs aussi. Donc, il est décédé malheureusement. Le Cameroun a été interpellé pour avoir arrêté, détenu et assassiné un journaliste. Vous voyez dans quelles conditions l'ouverture tout azimut de la démocratie peut aboutir à un journalisme, j'allais dire, sans morale, sans éthique, aux conséquences désastreuses, d'abord pour les journalistes eux-mêmes et pour la nation tout entière. Donc, voilà, je voulais souligner cela pour montrer que le journalisme est un métier de respectabilité, est un métier digne, qui a donc besoin d'une formation spécifique, d'une connaissance spécifique, pour mieux maîtriser ses contours et être à l'abri, n'est-ce pas, de situations extrêmement délicates. Nous avons vécu, nous vivons encore aujourd'hui d'ailleurs au Cameroun, la fermeture d'une chaîne de télévision, parce que nous en avons, je crois, 6 au Cameroun. Vous voyez, c'est complètement ouvert, et c'est ce qu'on appelle Afrique Média, la chaîne Afrique Média. Les Ivoiriens doivent bien connaître la chaîne Afrique Média. Bon, enfin, donc, cette chaîne a été fermée parce qu'il n'y avait pas cet équilibre de l'information. On pouvait dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, sans équilibre quelconque. Et le Conseil national de la communication a fermé Afrique Média. Bon, Afrique Média continue de diffuser, puisque nous sommes dans un monde d'Internet, dans un monde ouvert, où la censure n'a même plus lieu d'être, continue à diffuser à partir de N'Djamena, même au Cameroun d'ailleurs. Et là, ça pose notre type de problème. L'Internet, qui vient défier les frontières, effacer les frontières. Les frontières n'existent plus que dans notre esprit. Ce qui est diffusé à Abidjan ou à Casablanca peut être capté à Yaoundé, à Kinshasa et partout. Et là, le problème maintenant, comment réguler le cyberespace? C'est ouvert à tout et à toutes les manipulations. Il me semble donc que les Africains devraient peut-être réfléchir ensemble sur un cadre normatif relatif à la gestion de l'information sur le net. Parce qu'on nous montre tout, à nous et à nos enfants, et à chaque instant. Comment réguler, comment gérer cette situation sans verser dans la censure et dans les attaques contre la liberté d'expression. Donc je crois que le défi est davantage, n'est-ce pas, au niveau de l'Internet. Voilà, si vous voulez, de façon succincte, ce que je pouvais dire de l'état de la presse ou des médias au Cameroun aujourd'hui. Mais c'est un état de liberté complète
une liberté qui dépasse parfois les limites même de la liberté et qui s'attaque aux libertés individuelles, et ça pose là un autre problème, comment gérer dans un État ce type de situation. Voilà, je vous remercie infiniment, je suis prêt à répondre des questions. La liberté de presse dépend vraiment de l'avancement ou bien de l'avancée démocratique du pays, n'est-ce pas? Donc ce qui montre que les pays qui sont ouverts démocratiquement, les pays où il y a le pluralisme politique auront forcément donc un pluralisme médiatique, n'est-ce pas? Donc la liberté de presse sera vraiment beaucoup plus avancée. Et sur ce point, le Sénégal quand même a la chance d'être un exemple qui se caractérise par sa stabilité politique et institutionnelle, et donc là a la chance de pouvoir respecter les droits humains, notamment donc de permettre la liberté d'expression ou bien la liberté de presse. Dans ce pays, effectivement, plusieurs textes ont été adoptés dans le sens de permettre la liberté de la presse, donc dans le sens de permettre aux professionnels des médias d'exercer sereinement leur travail, donc sans effectivement censure, sans crainte, bien sûr. Et sur ce aussi, il est bon de rappeler que quand même, on n'est pas arrivé à cette situation dès le début. Comme tous les pays, quand même, il y avait une période où il y avait une presse monocolore, n'est-ce pas? C'était surtout au début des indépendances, n'est-ce pas? Donc là, vraiment, il n'y avait pas d'ouverture. Il y avait une seule donc, presse qui était monocolore, la presse étatique. Maintenant, c'est avec vraiment le processus démocratique que le Sénégal va s'ouvrir, n'est-ce pas, aussi bien du point de vue politique, parce que même tous les pays africains ont connu aussi les moments de parti unique, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'ouverture politique qui va permettre aussi en même temps l'ouverture vraiment médiatique. Et c'est ce qui a donné naissance donc vraiment aux médias privés, n'est-ce pas? Mais aussi, encore une fois, c'est de manière crescendo, parce qu'au début, c'était seulement limité à la presse écrite, n'est-ce pas? Notamment donc jusqu'aux années 1980, n'est-ce pas? En 1994, n'est-ce pas? Jusqu'en 1994, il n'y avait que la presse écrite qui était ouverte. Maintenant, c'est à partir des années 1995-96 qu'on a connu les premières radios privées, n'est-ce pas? Là aussi, ça s'est arrêté aux radios. Maintenant, donc cette ouverture-là va se généraliser, notamment quand on parlera donc des télévisions privées. La première télévision privée au Sénégal, c'était en 2003, n'est-ce pas? Voilà, et depuis lors, vraiment, le secteur de la presse ne cesse vraiment de s'agrandir, donc là, surtout avec les télécommunications, comme l'a dit le professeur. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a 17 chaînes de télévision, n'est-ce pas? Donc là, je pense que de ce point de vue, on est en avance un peu sur le Cameroun, n'est-ce pas? Donc il y a 17 chaînes de télévision. On a aussi plus de 200 radios, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, les radios communautaires et les radios commerciales, n'est-ce pas? Il y a aussi une bonne dizaine de sites informatiques, donc des sites d'information générale, je veux dire. Et ensuite, il y a bien sûr donc une dizaine, peut-être, bon, vraiment du point de vue parution quotidienne, je pense que vraiment le Cameroun est très comme devant le Sénégal, n'est-ce pas? Parce que nous, oui, quand même, en tout cas, nous, on a quand même vraiment une dizaine de quotidiens qui paraissent régulièrement. Et effectivement, aussi, un autre aspect important, c'est que le Sénégal a réussi vraiment donc, sa transition. C'est-à-dire, donc, on est passé de la télévision numérique terrestre, de la télévision analogique à la télévision terrestre depuis le 17 juin, donc date butoir qui a été donc fixée donc, dans le cadre des accords GE 06, n'est-ce pas, de l'UIT. Voilà, donc peut-être en résumé, on va revenir sur les débats s'il y a des questions. Il serait intéressant de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire aussi puisse faire une présentation dans ce sens. Nous avons nos frères, nos amis journalistes qui sont là. Ils pourraient peut-être se consulter pour qu'une personne présente de façon succincte quand même la situation de la presse en Côte d'Ivoire.
situation est pareille partout, aussi bien au Cameroun, au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Et que la liberté de la presse, c'est un thème, j'allais dire, très vaste. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, cette liberté, comme l'a dit le professeur, c'est l'autocensure même des journalistes qui ont peur du pouvoir, voilà, parce qu'on a peur de critiquer, parce qu'il y a un danger. Et dans les années 90, il y a eu un foisonnement de journaux qui étaient sur la place. Et donc, il y a eu beaucoup de journalistes, comme l'a dit le professeur, plusieurs catégories de journalistes, les professionnels et les non-professionnels. Il a fallu la création des structures de régulation comme le CNP, l'OLPED, Observatoire pour la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie, le CNP, le Conseil national de la presse, qui ensemble ont tenté de réguler. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'accalmie, mais aujourd'hui, on peut constater que la liberté de la presse, les journalistes ne respectent toujours pas l'éthique et la déontologie. Vous pouvez consulter peut-être Abidjan.net, vous pouvez consulter les journaux de ce matin, vous allez voir des titres qui montrent que les journalistes vont au-delà du cadre qui a été fixé. Et donc, comme le professeur, il va falloir réfléchir sur le statut même du journaliste pour éviter que n'importe qui ne vienne pas se faire présenter comme un journaliste, commettre des dégâts. Et bon, quand il sera emprisonné, on va trouver qu'un journaliste a été emprisonné en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, dans un pays africain. Et donc, nous pensons que c'est la canalisation, comment on appelle ça, une réglementation pour permettre aux journalistes de jouer pleinement leur rôle, permettre aux professionnels de jouer leur rôle, de donner des informations bien sourcées, des informations équilibrées, équitables, pour éviter que nous pataugeons comme ce que nous constatons. Parce que quand je vois un titre comme ce matin, Soro fuit Paris, on ne respecte plus l'éthique, même la déontologie n'est pas respectée. Et donc nous pensons que c'est pratiquement les mêmes que nous vivons avec, comme au Sénégal et au Cameroun. Et donc à cet ensemble que nous devons réfléchir et faire des recommandations pour que le métier de journaliste soit un métier respectable et crédible. Voilà ce que je pourrais dire. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez quand même donner quelques chiffres concernant les quotidiens ivoiriens, concernant les radios communautaires, les télévisions? Oui, bon, si vous voulez, je peux quand même donner un titre. Sur la place, il y a une trentaine de journaux qui sont lus quotidiennement. Et au niveau des chaînes, nous avons 2 chaînes de télévision. La première, oui, publique. Non. Voilà, public. Et puis au niveau des radios, nous pouvons avoisiner une centaine de radios communautaires. Et voilà, une centaine. Voilà, je pense bien. Je n'ai pas les chiffres, mais bon, je pense que bien une centaine. Franchement, pour voilà, d'avoir titubé un peu, parce que nous n'étions pas préparés à cela ce matin. Mais je pense que c'est l'essentiel. Voilà. Je pense que des informations que je ne sais pas. Oui. Monsieur le Président, allez-y. Effectivement, comme bien entendu dans leur État aussi, comme chez nous, il y a des instruments qui ont été mis en place, instruments juridiques, pour essayer de cadrer un peu la liberté de la presse. C'est bien qu'il ait parlé du CNP, il a parlé aussi, il y a la AK qui est là. Voilà. Et je dois dire qu'il y a une loi de la dépénalisation des délits de presse en Côte d'Ivoire qui a été, ça c'est une avancée qu'il faut aussi relever. Et puis, un fait très notable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la création d'une autorité indépendante administrative qui est la KIDP, qui est très important et qui concourt à la bonne gouvernance et qui concourt aussi à l'accès à l'information de tout citoyen habitant ce pays.
c'est important de le dire, la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays, je dirais, même dans le monde, à avoir pris cette loi et en même temps créer les conditions, c'est-à-dire avoir mis en place l'autorité indépendante qui est présidée par un grand journaliste que vous connaissez tous, qui est M. Kébé Yakouba. Voilà, et donc c'est pour dire qu'il y a certaines choses qui sont en train d'être mises en place pour que la liberté de la presse soit une réalité en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est bien beau souvent de mettre, je dirais, de créer tout ce qu'il y a, mais c'est la matérialisation et surtout les faits. Peut-être qu'on a beaucoup à dire aussi sur ces choses. Mais déjà, la volonté affichée des autorités compétentes en la matière, déjà, nous donne à dire qu'il y a une avancée notable sur la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Merci. Merci au président. Il y a des lois sur l'accès à l'information, n'est-ce pas? Oui. Et oui. Mettre l'autorité, mettre la structure même non. C'est pas la seule. Non, je dis que... Non, il n'y a pas de polémique, mais c'est la loi même qui prévoit la création de cette commission. N'est-ce pas? Donc les pays qui ont ces lois-là ont en réalité des commissions. L'appellation dépend quand même. Par exemple, ici on dit KIDP, dans d'autres pays on peut l'appeler commission d'accès à l'information. N'est-ce pas? C'est prévu dans les lois quand même. Voilà. Mais c'est une avancée, on vous reconnaît cela et on félicite la Côte d'Ivoire parce que moi qui vous parle, depuis 2009, on a lancé le processus au Sénégal. Malheureusement, jusqu'ici, la loi n'est pas encore adoptée. Donc là, vous êtes très en avance sur nous. On vous félicite pour ça. Voilà, c'est bon. Bien, merci à M. Fall. Merci. Sur l'accès à l'information d'utilité publique. Oui, je pense que ça, ils l'ont quand même ajouté. Bon, je n'en connais pas très bien le contenu de cette loi, mais je pense quand même que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il y a quand même des aspects qui méritent d'être, j'allais dire, revus. En ce sens que lorsqu'on demande par exemple une information, les journalistes ne contrediront pas sur ce plan-là. Il y a un délai qu'on donne à l'administration pour pouvoir donner l'information. Alors si moi je suis journaliste, que je travaille, j'ai besoin d'une information pressante, on me dit que l'administration doit répondre dans un délai au plus tard 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, ça pose véritablement problème. Peut-être que la société civile dans son entièreté devrait se saisir, n'est-ce pas, de ce pan de cette loi-là pour pouvoir peut-être faire évoluer encore les choses. En tout état de cause, merci donc à notre frère du Cameroun. Je ne suis pas en train de clôturer, hein. Je pense qu'il y a encore d'autres observations. Oui, maintenant le débat est ouvert. Le débat est vraiment lancé, il est ouvert. Ah oui, allez-y. Je voulais justement dire un mot. Le pluralisme médiatique est déterminé par le pluralisme politique. Nous l'avons d'ailleurs souligné déjà. C'est ça. Mais simplement, le problème qui se pose en Afrique, c'est l'appropriation non seulement des procédures démocratiques, mais surtout de la culture démocratique. Et tant que cette appropriation de la culture démocratique ne sera pas complète, notre presse ne pourra pas, malheureusement, jouir de tous ses atouts. Parce qu'elle sera attaquée par les uns ou par les autres, ou par les puissances d'argent qui auront la capacité de corrompre, y compris même la police, n'est-ce pas, pour s'attaquer à tel ou tel journaliste. Donc je crois que le combat, c'est aussi surtout un combat démocratique, mais le combat démocratique ne peut être porté que par un combat, j'allais dire, éducatif. L'école, qui doit être au centre des préoccupations, qui doit donner le savoir, le savoir-faire, et permettre aux populations donc d'accéder véritablement à la culture de la tolérance, parce que la démocratie, c'est accepter l'autre tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. Et là, nous n'avons pas encore tous les éléments. Et ça se répercute dans la presse. Il y a des journalistes, donc, de ce fait, qui sont, on peut les appeler des journalistes liges. C'est des hommes qui travaillent pour d'autres et dont la fonction, le travail premier, est de dénigrer des adversaires sans toujours fonder leur argumentaire sur quoi que ce soit. Donc, je crois que notre combat, certes, il est médiatique, mais davantage démocratique. Et cette démocratie doit être portée par une culture démocratique qui a par des valeurs démocratiques. Tant que nous n'aurons pas accédé à l'appropriation de ces valeurs-là, nous aurons à la fois un environnement sociopolitique qui va dandiner avec des allées et venues, mais aussi une presse qui va suivre le processus politique et qui ne pourra pas véritablement, j'allais dire, marcher sur ses deux pieds. Merci. Et puis pour les autres, ça a compté 7 ans de jours. Je t'ai donné cette information. Voilà. Mais la loi même, elle est là. Je peux peut-être la partager après.
sur la nouvelle que vous allez mais jusque-là, nous sommes focalisés sur la liberté de la presse. Ce serait intéressant aussi qu'on aborde des autres aspects, n'est-ce pas, qui concernent les droits de l'homme, sans toutefois occulter aussi la liberté de la presse. Dans les organisations de la société civile, M. Zanga est là, le président Adjoumani parle, AFJCI est là, voilà, c'est ouvert.